Merci. Madame Morin. Alors, oui, Monsieur le Président, j'aimerais qu'on pointe l'image sur ma personne, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question d'ego, c'est juste une question que j'aimerais que vous voyiez ce capteur qui affiche plus de 1000 ppm. J'ai alerté depuis ce matin sur le risque que me faisait courir le fait de dépasser 600 ppm par rapport au Covid. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez tous des bouteilles d'eau, vous pouvez boire pendant la séance. Moi, je suis obligé de sortir de cette salle pour pouvoir boire. Ça devient extrêmement pénible d'être mise en danger, d'avoir des difficultés pour m'exprimer, parce qu'en plus, je suis sous antibiotiques et je risque de ne pas pouvoir finir mon propos. Donc, je préfère vous prévenir que si je n'arrive pas à finir parce que ma bouche est trop sèche, j'irai faire une pause pour boire à l'extérieur et je reviendrai. Donc maintenant, je vais aborder le propos pour lequel je suis là. Et donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, l'accès au logement est un droit fondamental, sans lequel il est impossible de participer à égalité à la vie en société. Aujourd'hui, nous faisons face à une crise du logement sans précédent qui affecte une grande partie de la classe moyenne et en particulier les classes populaires. À cela s'ajoute une crise de l'immobilier qui fait craindre une crise économique sans précédent depuis les subprimes. C'est dans ce contexte que la métropole nous propose un plan de soutien à la production de logements sociaux pour tâcher de répondre à ces crises. Nous soutenons l'objectif affiché qui va dans le bon sens avec une rallonge financière pour le secteur HLM, une opportunité pour les bailleurs sociaux d'agrandir leur parc locatif, le développement du bail réel solidaire avec la dissociation du foncier et des moyens pour la réhabilitation énergétique. Le tout censé répondre aux besoins des classes moyennes avec une offre de logements intermédiaires. Mais ce plan laisse de côté des problèmes majeurs. Le manque de logements très sociaux, car on ne construit pas assez de logements sociaux et surtout on ne construit pas le type de logements sociaux qui répond réellement à la demande. La difficulté à se loger pour beaucoup de gens à cause de l'embolisation du logement social et des difficultés de ceux qui sont juste au-dessus des plafonds. Le refus de l'encadrement des loyers, notamment sur Toulouse. Des interrogations sur le développement d'une offre de loyer intermédiaire et le recyclage du logement libre qui ne se vend pas. Le manque de contrôle sur les promoteurs immobiliers, sur la qualité du bâti, la typologie de logements construits. La réalité de la mixité et la question de la répartition des logements sociaux en diffus et pas assez de rénovation énergétique. Alors, quand on parle de logement et de classe moyenne, il faut commencer par définir ce dont on parle. Concernant les classes moyennes, par définition, il s'agit des foyers qui, pour une personne seule, gagnent entre 1 200 et 3 500 € par mois. Dans ces tranches de revenus, tous ceux qui gagnent jusqu'à 2 400 € devraient relever du logement social et non pas du logement intermédiaire. En effet, il y a plusieurs catégories de logements sociaux. Le PLAI, c'est-à-dire le logement très social pour les revenus inférieurs à 1 000 € par personne. Le PLUS, pour grosso modo des personnes qui sont à moins de 1 900 € net par mois. Et le PLS, pour les personnes qui sont entre 1 900 et 2 400 € par mois. Et ceci sans parler de l'accession sociale à la propriété. En réalité, beaucoup de Français, et donc de Toulousains et métropolitains, ignorent qu'ils relèvent du logement social, ou alors ils se découragent de déposer une demande compte tenu des délais d'accès au logement social et des situations dans lesquelles nombre de familles se retrouvent à cause de changements de leur situation professionnelle, d'évolution de leur situation familiale. Et concernant les classes moyennes, les difficultés d'accès au logement d'une personne qui gagne 1 200 € ne sont pas celles d'une personne qui gagne 3 500 € par mois et ne devraient donc pas conduire à des solutions uniformes. Dans la question de l'accès au logement social est prégnante pour les classes populaires et moyennes. Donc la question de l'accès au logement social, elle est prégnante pour les classes populaires et moyennes dont les revenus sont inférieurs à 2 400 € par mois. Et c'est là que le bât blesse. En effet, si l'on examine de près quels sont les types de logements que la métropole autorise et favorise, on se rend compte que la production ne répond absolument pas aux besoins des Toulousains et métropolitains, et notamment des plus défavorisés. En effet, ce sont près de 42 000 demandes actives de logements sociaux qui sont en attente au 1er janvier 2022. Chiffre qui ne cesse de progresser, et c'est Jean-Luc Moudin, vous-même, qui nous indiquait il y a quelques jours dans la dépêche que la demande de logement social a explosé et augmenté de 70 % en 10 ans. Ce que vous oubliez de préciser, c'est que vous êtes comptable de cette augmentation par la politique menée et par la politique menée par votre famille politique avec la complicité du Parti socialiste avec qui vous gouvernez la métropole depuis 2020. Tout cela est le résultat de choix politiques
il faut préciser que la métropole n'oriente pas la production de logements vers le type de logements sociaux dont ont majoritairement besoin nos concitoyens. En effet, qui sont les demandeurs de logements sociaux aujourd'hui sur la métropole? Ils sont quasiment 80% à relever du PLAI, logement très social, qui concerne les ménages qui vivent avec moins de 1 000 € par mois. Cette part est passée de 70 à 75 et l'an dernier 77% et maintenant 80%. En gros, chaque année, le nombre de demandeurs augmente et surtout, la part des plus pauvres parmi les demandeurs progresse encore et est devenue ultra majoritaire. Avec 80% de demandeurs qui correspondent à du logement très social, il faudrait donc 80% de logements sociaux produits en très social pour ne pas risquer d'augmenter encore le nombre de demandeurs qui relèvent de la catégorie très sociale. On peut aussi s'interroger sur la demande locative privée, avec un vrai problème de montant de loyer et d'accès au logement. Et face à toutes ces problématiques, la réalité de la production métropolitaine, c'est quoi? 40%, 4 logements sur 10, je répète, 4 logements sur 10 qui sont du logement libre et de la défiscalisation. C'est le type de logement qui ne correspond absolument pas à la demande majoritaire. Seulement 30% de logements sociaux et très sociaux et 25% de logements dits abordables. Il s'agit donc d'une répartition de la production clairement déséquilibrée par rapport à la demande. Et maintenant, on va rentrer dans le détail de la production de logement social. Sur les 35% de logements sociaux, 5% de logements peu sociaux réservés aux personnes qui gagnent entre 1 800 et 2 400 par mois. Il ne reste donc en réalité qu'une production de 30% de locatif social. Et parmi ces 30% de locatif social, la répartition se fait à 60% pour le PLUS, c'est-à-dire ceux qui gagnent, jusqu'à 1 800 € net par mois, et seulement 40% de PLAI, c'est-à-dire pour ceux qui sont maximum à 1 000 € par mois. On arrive donc en réalité à 12% de la production métropolitaine, c'est-à-dire grosso modo un logement sur 10 qui est très social, un logement sur 10 produit qui répond réellement aux demandes de 80% des demandeurs de logements sociaux de la métropole. Les vrais bénéficiaires de ce plan, ce sont les promoteurs et le milieu de la défiscalisation qui vont continuer à produire la majorité des logements de la métropole, c'est-à-dire 4 sur 10, soit en direct, soit par le biais de la VEFA, et le système va leur permettre de revendre aux bailleurs sociaux les logements qu'ils ont produits et qu'ils n'arrivent pas à vendre. Certes, il y aura un peu plus de PLAI dans le lot, mais les bailleurs et la collectivité ne choisiront pas vraiment la qualité, l'emplacement, la typologie. Cet effet d'aubaine de la vente de logements privés aux bailleurs présente le risque de faire assumer la rentabilité de l'entreprise privée par les finances publiques, au détriment d'une production de logements sociaux réellement adaptés aux besoins de nos concitoyens. Au prétexte de la mixité sociale, nous assistons à une exclusion des pauvres et des classes moyennes relevant du logement social et à leur orientation obligée vers le logement de la promotion privée qui met exsangue les familles sur le plan financier. Il est aujourd'hui urgent de recentrer la production sur les besoins réels, sous peine de poursuivre la gentrification et la chasse aux pauvres au sein de la métropole. Faute d'avoir une production de logements sociaux suffisante et adéquate, nous demandons d'urgence l'encadrement des loyers que vous refusez, M. Moudinque, de mettre en place. Enfin, si on se met du côté des maires des communes de la métropole et de l'aire urbaine, à qui on reproche pour certains un manque de production de logements sociaux, nous comprenons de plus en plus leurs inquiétudes entre le ZAN qui va limiter leur accès au foncier et la règle uniforme édictée par la droite et le PS qui veut que pour produire un logement social sur la métropole, il faut produire 2 logements privés. Nous devons davantage territorialiser les objectifs et les différencier en fonction des territoires, des aménités, des services publics et des transports. En conclusion, ce plan de soutien est destiné à renforcer les finances des bailleurs sociaux, ce qui en soi est une bonne chose au vu des politiques nationales qui se sont attaquées aux moyens dont les bailleurs sociaux disposent pour construire. Par contre, ne nous illusionnons pas, ce plan n'a absolument pas vocation à améliorer l'accès au logement des métropolitaines et métropolitains. Nous pouvons déjà prédire qu'à ce rythme, le nombre de demandeurs de logements sociaux sans réponse va encore augmenter et que la part des demandeurs de logements très sociaux va elle aussi continuer à augmenter. C'est pourquoi nous restons à votre disposition pour travailler enfin ensemble sur les solutions à mettre en œuvre. Je vous remercie et pour la prochaine délibération sur laquelle je dois intervenir, je vous demanderai de la reporter un peu pour que je puisse aller boire tout simplement. Voilà, merci. Oui, monsieur Elarche. Toi, vas-y. Monsieur le Président, chers collègues, je partage bien évidemment le constat de Madame Michelet par rapport à cette crise de logement majeure
qui touche l'ensemble du territoire national et plus particulièrement les territoires métropolitains comme Toulouse. Elle touche toutes les catégories sociales, y compris les couches moyennes, comme vous le dites vous-même dans cette délibération. Cette dernière partent ailleurs pour trouver un logement correspondant à leurs revenus, exclus bien évidemment par le marché. Et donc on ne pouvait pas, à mon point de vue, régler la question du logement social ou la question du logement tout court sans réguler le marché lui-même qui exclut de plus en plus des gens. La part du logement dans les budgets des ménages se situe entre 30 et 40%. Cette part devient insupportable pour un grand nombre de nos concitoyens dans un contexte inflationniste sans précédent et une stagnation des salaires généralisée. Résultat, 4 148 000 personnes mal logées et 12 138 000 en situation de fragilité selon le rapport de la Fondation Abbé Pierre 2022. Des millions de personnes doivent choisir entre se nourrir, se chauffer, se soigner, se déplacer et ne peuvent plus dépenser pour leurs équipements, leurs vêtements, leurs loisirs ou vacances. Selon le dernier rapport de novembre de l'INSEE, ces ménages ont perdu 720 € en moyenne entre janvier 2021 et juin 2022. Il estime que 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté monétaire, soit 14,5% de la population en moyenne. Les dépenses pour le logement sont de l'ordre de 23% aujourd'hui contre 9,5% en 1960. En 2021, les 10% les plus riches en patrimoine concentraient 44% du patrimoine immobilier. 3% des ménages en question détiennent 50% des logements mis en location. Parallèlement, entre 1998 et 2018, le patrimoine des ménages a augmenté d'une manière hétérogène, alors que le patrimoine des 10% les moins dotés a été divisé par 2, celui des 10% les mieux dotés a été multiplié par 2,5. Conséquence de cette accumulation, augmentation de la part des logements vacants, elle représente en 2023 8,2% du parc de logements, soit 3 millions de logements, en hausse de 1,2% annuellement depuis 2008. Ne parlons pas des Airbnb qui ont profité des niches fiscales pour s'installer durablement. Ce phénomène a un impact direct sur le nombre de logements disponibles de longue durée et un impact sur les prix. Nous avons le nombre le plus élevé de décès dans la rue après Paris. Je parle de Toulouse. Depuis 2020, 23 personnes sont décédées dans la rue alors que la ville compte 23 000 logements vacants. En 2020, la métropole n'a pas atteint ses objectifs en ne fournissant que 2280 logements locatifs sociaux au lieu de 2790 prévus. Comme ça a été dit, nous assistons encore une fois à un désengagement de la puissance publique, notamment de l'État, et à l'émergence de la financiarisation dans le secteur du logement et du foncier. Cette accumulation disproportionnée du capital donne naissance à une société de rentiers. Ce désengagement a ouvert la voie au secteur privé et aux investisseurs financiers. Le logement est devenu un produit purement spéculatif, provoquant un déséquilibre important entre l'offre et la demande. Le logement est donc inabordable. Les conséquences sont terribles pour les femmes, notamment les personnes âgées et les étudiants. Ces derniers doivent consacrer entre 44 et 60% de leur budget dans le logement, soit 2 fois à 3 fois plus que la moyenne des Français. Face à cette pénurie de logements sociaux et aux difficultés d'accès au parc privé, la construction massive de logements s'impose pour répondre durablement à cette crise. Avec votre politique et celle du gouvernement, les perspectives ne sont guère réjouissantes, particulièrement au sujet de la construction d'HLM. Votre plan ou le plan de soutien 2024-2026 que nous soutenons, que nous allons voter pour bien évidemment, n'est pas suffisant pour répondre à une situation sociale très dégradée. Et ne pourra pas répondre aux 42 000 demandes de logement social, bien évidemment, en attente et une croissance démographique que connaît la métropole. Vous n'avez ni anticipé, ni pris la mesure de l'enjeu du logement dans la vie sociale, culturelle et citoyenne de notre métropole. Nous avons besoin de politiques publiques courageuses, ambitieuses et justes
pour garantir le droit pour toutes et tous à un logement digne. Il nous faut réguler ce marché par un encadrement des loyers à la baisse dans notre métropole, rehausser le quota du logement social à 30%, durcir les sanctions pour les communes qui ne respectent pas la loi CRU, mettre en place une garantie universelle des loyers, un fonds de solidarité qui protégerait les locataires et les propriétaires. Au lieu de tout cela, M. Moudingue, vous avez criminalisé les enseignants et les parents qui ont tout simplement manifesté une solidarité et agi pour qu'aucun enfant ne dorme dans la rue, quelle que soit sa situation administrative. Ils sont le visage bienveillant de notre métropole et cherchent à combler avec leur humanité vos carences. Merci. D'autres interventions? Karine Travala-Michelet pour des éléments de réponse. Alors, des éléments de réponse, peut-être pas, puisque les interventions qui ont été faites ont brossé un portrait très large d'une société ou d'une vision de la société. Ce que je veux dire à Mme Morin et à M. Elarche, dans leur propension à souhaiter en effet que nous ne construisions finalement plus que des logements sociaux et que des logements très sociaux, cela ne serait pas possible. Aucune commune ne l'accepterait. Ce que nous pourrions regretter ensemble, vous qui êtes venus me chercher sur le terrain politique, c'est que quelles que soient les communes ici, leur tendance politique, et y compris à Toulouse, je suis désolée de le dire, et y compris avant 2014, je n'ai pas vu s'appliquer le niveau de production de logements locatifs sociaux qui s'est appliqué depuis 2014, à un rythme que les communes mêmes ont parfois eu du mal à supporter. Toujours est-il que nous avons quand même passé la barre des 20%, ce qui est déjà un step, je dirais, assez important, et que, bien sûr, comme tout le monde l'a souligné, nous avons été percutés par une crise certainement inédite et sans précédent. Et oui, nous avons réagi. Et oui, les propositions et le soutien qui est fait au logement locatif social depuis de nombreuses années a permis, avec une volonté, encore une fois, assez exceptionnelle, vous avez parlé de territorialisation, de l'ensemble des communes de la métropole, que ce soit sur ce mandat, mais surtout sur celui précédent, de produire plus que jamais, bien au-delà des objectifs qui nous sont assignés. C'est environ 40% dans le camembert que vous connaissez tous maintenant, 40% de logements libres. Il y a ensuite 60% dédiés aux logements locatifs sociaux et aux logements qu'on appelle abordables, avec l'ensemble des produits dédiés, l'accession sociale à la propriété, un soutien au BRS, bien sûr, qui est un produit nouveau sur lequel on doit pouvoir compter, et les bailleurs sociaux, d'ailleurs, engagent maintenant, et je le salue, des mises en vente avec le format BRS. Ça permet à la fois de reconstituer les fonds propres des bailleurs sociaux, mais aussi, finalement, de maintenir un taux de logement social, le logement abordable, bien sûr, et enfin, 35% de logements locatifs sociaux. Et quand on parle de 35% de logements locatifs sociaux avec 40% de PLAI, c'est déjà un niveau relativement important, puisqu'il faut aussi pouvoir, ne vous en déplaise, soutenir économiquement la production de logements. Au-delà de cela, il faut aussi pour les communes en responsabilité pouvoir accueillir les habitants de façon digne et respectueuse, pouvoir leur offrir des équipements, des écoles, l'accès à la culture, au sport, aux loisirs, aux associations. Et cela, nous en sommes aujourd'hui largement privés. D'abord par la fin de la taxe d'habitation qui a coupé un lien fiscal extrêmement important au terme duquel chaque habitant doit pouvoir contribuer aussi aux ressources communes, qui nous a privés d'un levier fiscal, avec tous les abattements également qui font que les ressources des collectivités sont aujourd'hui en difficulté. Et donc,
Moi, je veux continuer de saluer l'action des maires, les engager à maintenir vraiment leur volontarisme pour la production de logements et de logements locatifs sociaux. Et ce plan qui est proposé là doit permettre en effet de les accompagner et d'accompagner cette dynamique de production qui nous manque, Madame Morin, pas depuis 10 ans, mais qui nous manque depuis un an et demi. Nous avons produit bien au-delà, et je le répète, des engagements qui étaient les nôtres dans le précédent PLH, et toutes les communes y ont participé. Je dis bien toutes les communes, y compris celles qui n'ont pas à y participer, puisqu'elles comptent moins de 3 500 habitants. Je crois que même chez notre collègue Robert Médina de Mondouzil, la plus petite commune de la métropole, il y a un peu de logement social. C'est pour dire. Donc, c'était pour l'anecdote, bien entendu. Ce n'est pas évidemment à l'échelle de la difficulté dans laquelle nous sommes. Donc, je vous remercie quand même, puisque vous avez indiqué que vous voterez ce plan de soutien. Et c'est important. Et je m'engage bien sûr à vous tenir informé des suites et des actions qui seront produites à ce plan en déclinaison par les opérateurs qui sont sur le terrain mais qui sont en grande difficulté. J'ai noté en effet, Monsieur Carman, vous en avez parlé, sur les autorités organisatrices de l'habitat, les nouveaux plans annoncés par le gouvernement. Alors aujourd'hui d'ailleurs, c'est une expérimentation qui est conduite sur quelques territoires. Aujourd'hui, le ministre parle davantage de décentralisation. Ça ne sera pas corrélé en effet à un PLUiH, donc on va regarder ce que ça peut amener. Je crains quand même que ça n'amène à transférer encore une fois des responsabilités sur les intercommunalités ou les communes, en tout cas pour nous les intercommunalités, sans vraiment nous apporter de moyens. Sur la question des logements vacants, je m'engage à réouvrir ce dossier du plafonnement des loyers. On avait ouvert ce dossier, on l'avait regardé, on avait créé une commission. Bon, vous l'avez vous-même acté, nous n'avions pas été candidats parce que nous ne rentrions pas dans les critères à l'époque. On peut revoir les choses, réenclencher cette commission pour regarder ensemble ce qu'il y aurait lieu de faire. Mais il y a un critère de décrochage, notamment entre les loyers dans le privé et le loyer dans le social, qui n'est pas finalement très marqué, si ce n'est sur des petites poches à certains endroits. En réalité, ça concernerait de toute façon absolument pas toute la métropole. On a un plan d'action sur le logement vacant qui a d'ailleurs fait l'objet d'une étude portée par un bureau d'études qui a été présentée en commission Habitat. Je pense que vous l'avez vu. Là aussi, il faut sortir des schémas et des perceptions un peu généralistes. C'est vrai qu'il y a de la vacance, mais il y a finalement très peu de vacances structurelles. Et aujourd'hui, malgré tout, on va regarder cette vacance avec un intérêt un peu plus particulier parce que les propriétaires pourraient avoir du mal à remettre leurs biens en location alors que les nouvelles dispositions, qui sont vertueuses par ailleurs, vont les obliger à engager des investissements pour les remettre aux normes, puisque souvent, s'ils sont vacants, c'est parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Et donc, une partie, notamment des travaux, avec la commission locale d'amélioration de l'habitat, pourrait permettre là aussi d'accompagner ce champ-là. Voilà globalement ce qu'on pouvait répondre. Merci beaucoup. Merci. Je mets aux voix cette délibération qui ne participe pas. Excusez-moi. Ah, Madame Morin, vous voulez réintervenir rapidement alors, Oui, hein, oui, parce oui, qu'on a encore beaucoup de délibérations. Je comprends bien, Monsieur le Président. Simplement pour dire que nous allons voter cette délibération, mais nous allons la voter uniquement pour les apports financiers au monde du logement social. Sur le reste, nous sommes en total désaccord. Et par contre, je saisis votre proposition, Madame Traval, au bon, puisque vous nous proposez de travailler de nouveau sur la question de la limitation des loyers. Et nous vous demandons de pouvoir participer à ce groupe de travail de manière en ayant tous les éléments, puisque contrairement à ce que vous dites, vous dites que nous avions accepté le fait que
comment on appelle ça, ce plafonnement des loyers n'était pas possible il y a 2 ans. C'est une version que nous contestons et nous pensons aujourd'hui qu'il est tout à fait possible de le mettre en place. Donc nous vous invitons vraiment à travailler avec nous sur ce sujet. Vous savez que nous sommes volontaires pour travailler avec vous, pour trouver des solutions ensemble. Merci. Madame Travail-Michelet, oui, pour que les choses soient claires et qu'on n'ait pas ensuite des discussions sans fin avec Madame Morin, il y a une commission qui est constituée. Donc, quand je dis qu'on s'engage à travailler, il y a une commission qui avait été constituée, il y a une commission habitat qui est constituée. Donc, pour pas que nous nous fâchions ensuite, que vous vous mépreniez, ce n'est pas vous personnellement que j'invitais à travailler avec moi personnellement sur le sujet. On verra comment sont constituées les commissions. Voilà. Mais l'opposition sera présente. On est bien d'accord. Dans les commissions, vous êtes présents et je n'ai jamais refusé un travail quelconque à partir du moment quand même où il est constructif, où il permet de faire avancer les choses, où on peut discuter et où on ne reste pas sur des lignes de front un peu infranchissables parfois, Madame Morin. Voilà, quant à l'encadrement des loyers, vous connaissez le cadre juridique, il y a une loi, il y a 3 conditions à remplir. Vous avez un certain nombre de territoires qui vont basculer dans quelques semaines parce qu'ils remplissent ces conditions-là. Nous ne remplissons aucune des 3 conditions. Donc je mets aux voix cette délibération. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. Elle est adoptée à l'unanimité.